Époque, le Salon des livres de Caen, 2021. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour évoquer la très belle collection Ceux qui ont dit non chez Actes Sud Junior, dont Muriel Zac est la directrice. Et très heureux d'être également avec Bruno Doucet, qui est également éditeur mais auteur de plusieurs des titres de cette collection, et avec Alexis Lameda Waxman, qui a adapté, on en parlera tout à l'heure, 3 de ces titres pour en faire un spectacle que vous pourrez aller écouter aujourd'hui même à Caen. Et voir. Et voir, oui, ça c'est le grand avantage. Alors, on va passer 45 minutes à peu près ensemble pour progressivement rentrer dans cet univers. Et peut-être avant toute chose, Muriel, je vais te donner la parole pour que tu nous en parles de cette collection. Certains la connaissent, d'autres peut-être vont la découvrir. Donc que tu puisses nous raconter son histoire et puis son fonctionnement aussi. Alors bonjour tout le monde, hein. Merci Rémi et merci à tous de me donner encore une fois, j'allais dire, l'occasion de défendre cette collection parce que elle me tient particulièrement à cœur. Ça fait plus de 11 ans maintenant, hein, je suis fâchée avec les dates, ça fait même 12 je crois, que j'ai lancé cette aventure et le 48e livre vient de paraître. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette aventure? Ceux qui ont dit non, c'est d'abord, au démarrage, c'est plusieurs constats. Le premier constat, j'étais un jour en train de déjeuner avec Thierry Magnier, qui dirigeait Actes Sud Junior à l'époque et qui était mon éditeur. Et en discutant, il me dit, mon fils m'a demandé si De Gaulle était de gauche ou de droite. Et on a un petit peu rigolé et en même temps, on s'est dit, mais c'est de notre faute. Parce que tous ces gens-là, ces grandes figures, on ne leur en parle jamais. Et c'était une époque où on valorisait particulièrement la réussite individuelle. Celui qui a bien chanté à la télé, qui a bien tapé dans un ballon, mais toujours tout seul. Plus la chance, le hasard. Mais voilà. Et donc moi, c'est des choses déjà qui m'ont toujours énervée. Et puis c'était aussi un discours des adultes autour des jeunes pour dire... au fond, les politiques sont tous pareils, ils sont tous pourris, et puis on ne peut rien changer, et puis on n'y peut rien, vous n'êtes pas content, vous trouvez ça injuste, mais c'est comme ça. Et alors ça me faisait bouillir, parce que je trouve que d'abord c'est complètement faux, évidemment, et qu'on ne jouait pas notre rôle. Alors pendant ce déjeuner, on discute avec Thierry, et Thierry me dit, mais tu ne voudrais pas imaginer une collection politique, quelque chose? Voilà, la petite graine de départ. Je dis souvent, c'est ça le vrai bon éditeur, c'est celui qui pose la bonne question à la bonne personne au bon moment. Donc en fait, c'était ça. Donc moi, 15 jours après, je lui ai proposé tout le concept de Ceux qui ont dit non. Et j'avais surtout en tête deux désirs. Alors le premier, c'était, je ne vois pas comment on peut avoir envie de grandir dans un monde où on trouve des tas de choses injustes et on vous dit qu'on ne peut rien y changer. Parce que c'est l'âge de la révolte, on n'arrête pas de dire que les ados sont rebelles, tout ça, mais en même temps, si on ne leur donne pas des pistes et des figures d'identification aussi, pour dire les combats ou les choses qui vous paraissent injustes, ce ne sont pas des combats qui sont nés hier. Ils existaient avant vous et ils vont exister demain. Donc en fait, cette chaîne de transmission de valeurs, c'est ce que j'avais envie de leur montrer. Et la deuxième chose, c'était que dès le début, et ça j'insiste toujours, et c'est jamais facile à faire comprendre, je ne voulais pas de documentaire. C'est-à-dire tout de suite, j'ai pensé qu'il fallait m'adresser à des vrais romanciers et faire des romans, faire de la fiction. Alors pourquoi la fiction? Peut-être je vais trop vite, mais c'est passionnant. Parce que je crois que pour tout le monde, adulte comme enfant, la force d'identification, d'empathie, de se prendre pour le personnage, elle va marcher bien plus dans une fiction. Et que le but de toute cette collection, c'était d'arriver à ce que les révoltes individuelles deviennent des révoltes collectives et que nos propres révoltes intimes deviennent légitimes. Donc, par la fiction, par l'imaginaire et par aussi des romanciers talentueux, donc j'ai mis la barre assez haut tout de suite, je pensais pouvoir embarquer tout le monde. Voilà. Et évidemment, la magie de la chose, c'est que... quand je suis allée voir Thierry avec le concept de Ceux qui ont dit non, il a dit oui tout de suite, lui. Ce qui est quand même pas mal. Parce que, bon, par contre, on n'aurait jamais imaginé que
12 ans après, il y avait encore autant de livres à produire, encore autant de figures et surtout de thèmes à défendre. Voilà. Et puis juste petite chose aussi, dès le début, j'ai eu le désir qu'il y ait le roman. Et juste derrière, là pour le coup, un petit dossier qui lui a un caractère documentaire, journalistique, d'actualité, qui s'appelle « Eux aussi, ils ont dit non », pour bien montrer comment les combats d'hier résonnent aujourd'hui. Et comment, si on lit le combat de Rosa Parks contre la discrimination raciale, évidemment, il y en a qui se sont battus encore aujourd'hui, et on a encore des raisons de se battre pour ce combat-là. Ouais. Voilà, c'était un peu le cadre général de départ. Et tu viens d'évoquer les auteurs et les autrices qui participent à cette collection. Il y a un aspect vraiment collectif des gens qui travaillent avec toi sur cette collection, et parfois même sur certains titres, où ça se fait avec plusieurs auteurs ou autrices. Alors en fait, dès le début, j'avais aussi en tête, en littérature de jeunesse, on a cette chance qu'il y a beaucoup de médiateurs qui nous invitent à intervenir devant les jeunes. Et je souhaitais aussi que les auteurs qui allaient rentrer dans cette collection soient eux aussi des auteurs engagés, eux aussi des auteurs qui ont des choses à dire aux adultes, aux jeunes. Et donc déjà, qu'eux-mêmes soient partie prenante à la fois des combats de leurs personnages, mais aussi du désir collectif. Donc dès le début, j'ai imaginé qu'on allait le plus possible faire entendre nos voix collectivement. Donc ce ne sont pas une succession d'auteurs qui, j'allais dire, me balancent leurs livres, on travaille ensemble et puis c'est fini, mais ils lisent les uns les livres des autres et leurs personnages ont tous la main appuyée sur l'épaule du personnage d'à côté. Ce qui fait que très tôt, on a organisé des lectures collectives où on ne lit pas forcément le livre qu'on a écrit nous-mêmes. Quand un auteur de ceux qui ont dit non est en dédicace, il signe aussi les livres des autres. C'est une espèce d'accord tacite entre nous. Et puis, après, on a pu aller plus loin. Et on m'a proposé une résidence personnelle en tant qu'autrice, et j'ai dit non, parce que je sais facilement dire non. Hein. Je crois que c'est mon mot préféré. Mais j'ai dit non, et puis après j'ai dit oui, mais pas toute seule. Et j'ai proposé à ceux qui m'invitaient qu'on vienne à plusieurs. Et donc voilà, on a fait une première résidence collective où, à l'arrivée, on a écrit, alors là, c'était un hors-série, un recueil de nouvelles pour dire non. Le premier, c'était non à l'individualisme. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, on a fait plusieurs comme ça. Et jusqu'à notre dernière résidence collective, où on était 4, Bruno Doucet, Maria Poblette, Elsa Stolal et moi-même. Et là, on a écrit le roman sur Gustave Courbet, Non au conformisme. On l'a écrit à 8 mains. Voilà. Mais on a tous les ateliers d'écriture pour dire non, tout ce qui est autour de la collection, vraiment, c'est un collectif, quoi. C'est quelque chose, mais aussi parce que ça a une valeur de témoignage. On n'est pas dans un monde de nombril, et quand on a des jeunes en face de nous, c'est tellement mieux quand on vient à 2 ou 3 pour montrer que c'est ensemble. Qu'ensemble, ça va mieux. Quoi. C'est une adéquation un peu entre le fond et la forme, parce que les injustices qui sont dénoncées, c'est à chaque fois des combats menés par des individus, mais qui s'inscrivent dans des mouvements souvent plus collectifs et plus généraux, et de la même façon, j'ai l'impression. Hein, absolument. Il n'y a pas dans la collection de personnages qui se sont battus tout seuls. Je fais toujours attention à ça, parce que d'abord parce que c'est aussi les valeurs et les combats que je défends, j'allais dire personnellement. Hein. C'est une collection engagée, subjective, et je revendique aussi ma subjectivité, hein, c'est clair. Mais c'est important aussi de montrer que quand on a vraiment quelque chose qu'on trouve qui nous révolte, qui nous indigne, c'est bien de se battre, mais tout seul, on peut rien. Donc oui, ça fait vraiment partie des valeurs de ceux qui ont dit non. Hein. Super. Alors Bruno Doucet, on est très heureux de t'avoir également avec nous. Alors pour parler aujourd'hui surtout de cette collection, toi tu mènes un travail sur les poètes, que ça soit avec la maison d'édition qui porte ton nom, édition Bruno Doucet, qui est une des maisons d'édition les plus importantes en poésie contemporaine aujourd'hui, que ça soit avec les romans aussi que tu as consacrés à des poètes, notamment chez Actes Sud, ou également avec cette collection, puisque tu as écrit certains des titres dont je vais te laisser parler. Certains sont consacrés justement à des poètes. Est-ce que tu peux nous parler de ces titres et puis du fait de t'inscrire dans cette aventure collective que Muriel évoquait? Oui, tout à fait. Alors déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Muriel. Ceux qui ont dit non, le point commun des 48 livres, c'est justement ce terme non qui est dans le sous-titre de tous les livres. Hein, on peut peut-être en citer quand même quelques-uns. Hein. Je prends la liste qui se trouve à la fin du livre. Hein. Gisèle Halimi, Non au viol, qui vient par exemple d'être réédité
Victor Rala, non à la dictature. Jean Jaurès, non à la guerre. Harvey Milk, non à l'homophobie, etc. Voilà. Alors le terme non, il est intéressant parce qu'il peut se lire dans les deux sens. Hein. Vous le prenez dans un sens, vous le prenez dans l'autre. Non, c'est toujours non. Donc c'est un mot qui est replié sur lui-même. Et ce qu'a fait Muriel avec cette collection, qu'elle dirige d'une main de maître, hein, c'est qu'elle a déployé ce terme. Et finalement, on se rend compte au bout de près de 50 livres qu'elle a en quelque sorte cartographié le vaste territoire qui n'était pas délimité de l'insoumission, de la rébellion, de la révolte, de la contestation, de l'indignation. Voilà, c'est ça qui est fait dans cette collection. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont des repères maintenant, justement, pour pouvoir se situer dans cet immense espace de la contestation. Voilà. Alors, moi, on m'a assigné à résidence dans la Maison des Poètes, puisque j'ai écrit essentiellement 4 livres dans la collection, et qu'à chaque fois, ce sont des poètes. Des poètes, j'ai commencé avec les poètes assassinés, mais maintenant, j'arrive peu à peu à m'échapper, puisque le dernier livre, le poète n'a pas été... peut-être que si, quand même. Bon, le premier livre que j'ai écrit, c'est Victor Rala, Non à la dictature. C'était un des 4 premiers titres. Oui. Nous étions en 2007, 2008. Et oui, les dates. C'est ça. J'ai dit les dates. Donc ça fait quand même une douzaine d'années. Oui, 2008, je pense. Tu peux nous en dire un petit mot, peut-être, pour ceux qui le Alors, connaîtraient Victor Rala, pas. c'est une figure de la chanson en Amérique latine, plus précisément au Chili. Et il est né dans les années 30. Donc, au fond... c'est presque, on va dire, la génération de nos parents, pour nous qui ne sommes plus tout jeunes. Et alors, c'est quelqu'un qui vient de la société paysanne. Ses parents, son père, par exemple, ne savait ni lire ni écrire. C'était un petit paysan qui exploitait une terre qui ne lui appartenait pas. Et Victor Rala est devenu la grande voix de la chanson chilienne. Il était aussi metteur en scène de théâtre. Il a mené cette double carrière. Et puis, à un moment donné, il fait le choix de la chanson, et on va dire plutôt de la chanson contestataire, et il va accompagner Salvador Allende dans ce qu'on pourrait appeler l'avènement de la démocratie et d'une révolution qui n'a pas fait couler une seule goutte de sang. Et puis, il sera l'une des premières victimes de la répression policière militaire en septembre 1973, quand le coup d'État de Pinochet abat avec l'aide de la CIA des États-Unis, la jeune démocratie chilienne. Voilà. Alors moi, je l'écoute depuis l'enfance. Je pense l'avoir découvert quand j'avais 14 ans, probablement 14-15 ans, sans doute en cours d'espagnol. J'ai acheté ses disques, j'avais ses chansons en tête depuis l'adolescence. Et c'est assez naturellement que j'ai eu envie de lui consacrer ce livre. Figurez-vous que cette envie de livre, elle est née pour moi en Algérie. J'étais parti faire un voyage en Algérie, donc dans les années 2006-2007, pour un tout autre sujet. Et le soir, avec des intellectuels, des artistes, des poètes algériens, nous parlions de la chanson contestataire. Nous parlions par exemple de Lounès Matoub, assassiné en 1998. Et puis je me suis rendu compte, quand j'ai prononcé le nom de Victor Rala, que peu de monde connaissait d'ailleurs en France à ce moment-là, et bien que tout le monde autour de moi, en Algérie, pouvait entonner une chanson de Victor Rala. Et j'ai été très surpris par cela. Et je me suis demandé pourquoi. Nous qui avions accueilli en France tant de réfugiés chiliens, ce qui n'a pas été le cas de l'Algérie. Je ne pense pas que beaucoup de Chiliens soient partis dans les années 70 en Algérie, évidemment pas. Eh bien, pourquoi nous avions oublié? Pourquoi nous n'entretenions pas cette mémoire tellement importante? Et que se passe-t-il pour que l'on puisse ainsi oublier une figure majeure, alors qu'en Algérie, où le combat pour la liberté est vraiment très important et nécessaire, eh bien, on se souvenait de ces chansons. Donc je suis revenu et j'ai parlé de ça à Muriel, et donc elle m'a suggéré d'écrire ce livre. Puis sont venus d'autres titres. 2 ans plus tard, j'écrivais un Federico Garcia Lorca, Non au franquisme. Après les attentats de 2015, j'ai voulu vraiment réfléchir à ce que pouvait être le combat d'un homme comme Lounès Matoub contre le fanatisme religieux. Donc c'est Lounès Matoub, non au fou de Dieu.
Voilà, que tu viens d'évoquer. que je viens avec d'évoquer, l'Algérie, ouais. même si, nous le savons, Matoub Lounès a mené un double combat. Il s'est battu contre une hydre à deux têtes, hein. C'était le pouvoir autoritaire, fascisant, qui notamment n'était pas respectueux de la culture kabyle, ou n'est pas respectueux de la culture kabyle, on va parler au français, au présent, et puis le combat contre le fanatisme religieux. Et puis plus récemment, c'est-à-dire pendant le premier confinement il y a 1 an, j'ai écrit un autre livre qui est Pablo Neruda, Non à l'humanité naufragée. C'est encore un poète. Alors j'ai hésité à dire tout à l'heure qu'il n'avait pas été assassiné, mais en fait on ne sait pas exactement. Il était malade en septembre 73, il est mort au Chili, mais vous savez peut-être que certains pensent qu'il a été assassiné, empoisonné, etc. Et là, je raconte dans ce livre un épisode peut-être pas très connu de la vie de Neruda, qui, on le sait, a été consul, ambassadeur. Il était notamment consul en Espagne lorsque la guerre civile a éclaté, la guerre civile de 1936. Donc il s'est trouvé d'un seul coup privé de ses fonctions consulaires. Et revenu en France, sensibilisé et touché même par la situation des réfugiés espagnols qui avaient franchi les Pyrénées et qui vivaient dans des conditions épouvantables dans les camps de concentration, c'est le mot qu'on employait à l'époque, du sud de la France, eh bien, il décide de faire quelque chose avec l'aide, avec la complicité généreuse du gouvernement démocratique du Chili de l'époque. Et ce qu'il va faire, c'est affréter un vieux bateau qui a longtemps été le plus grand cargo du monde, un grand bateau qui faisait 140 mètres de long, qui n'avait servi qu'à transporter des matières premières venant notamment de l'Amérique latine. Il va faire transformer ce bateau et il va pouvoir, ce bateau, accueillir environ 2600, 2700 réfugiés espagnols, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards, qui partiront au Chili jusqu'à Valparaiso, où ils sont accueillis par le gouvernement chilien de l'époque, et puis par une foule en liesse qui est heureuse d'accueillir des réfugiés qui se sont battus pour la liberté contre le fascisme. Ouais. Muriel parlait tout à l'heure des résonances entre l'histoire et notre époque. C'est ce que j'allais dire. C'est justement pour ça que je te regardais, parce que là, on entend bien qu'en demandant à Bruno de raconter cette histoire-là, on parle de maintenant. Et les résonances avec l'actualité. Victor Jara, si vous avez suivi l'actualité récente au Chili, quand il y a eu des grandes manifestations juste avant le Covid, d'un seul coup, dans les rues, les jeunes Chiliens, tout le monde chantait Victor Jara. Donc, en fait, même chose en Algérie avec Matoub. Hein. Et même chose en Algérie aujourd'hui avec Matoub. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment la nécessité de... Enfin, c'est une évidence que c'est pour parler aussi d'aujourd'hui. Il y a des fois des personnages encore vivants, comme la toute jeune Nadia Mourad, Le nom à l'esclavage sexuel, qui est le dernier livre, un des 2 derniers livres qui vient de paraître. Vous savez, c'est cette jeune yézidi qui avait été esclave de l'État islamique, hein, qui s'est enfuie et qui a réussi à non seulement raconter le sort fait aux femmes, mais en plus, elle a eu le prix Nobel de la paix. Bon, elle est encore vivante. Et puis, il y a des personnages comme Pablo Neruda qui sont morts, mais dont l'histoire permet vraiment de nous parler d'aujourd'hui. Ça, c'est important. Oui, c'est flagrant quand on vous écoute en parler. Oui, et puis alors, juste un mot encore sur Neruda. Ce qui est intéressant, c'est que Neruda, 10 ans plus tard, va connaître lui aussi l'exil. Parce que la répression, le touche aussi au Chili. Il a crié trop haut et trop fort son amour de la liberté. Il est pourchassé par la police chilienne 10 ans plus tard, en 1949, et il doit fuir le Chili. Il va passer par les Andes avec un passeur. Alors j'ai un peu romancé cette histoire, mais j'ai raconté au fond ce double exil. Celui qui a aidé des républicains espagnols en exil va à son tour être frappé par l'exil. Voilà. Et puis les 4 personnages se tiennent comme 4 mousquetaires de la liberté pour moi. D'ailleurs, ils se sont connus. Neruda avait une passion, une vénération pour Lorca, et la mort de Lorca qu'il a rencontré, bien évidemment, a été pour lui une déchirure terrible. Victor Jara a accueilli en 72 Neruda qui revient au Chili avec le prix Nobel de littérature. Ils étaient amis.
Et Lounès Matoub, un peu plus jeune, puisqu'il est né dans les années 50, se réfère aux trois. Et notamment, Victor Jara était pour lui comme une sorte de grand frère de la chanson contestataire. Donc, oui, 4 mousquetaires. On espère qu'il y aura un 5e mousquetaire bientôt, on en parlera tout à l'heure. Je vais donner la parole. Avec un meilleur futur, on va dire, quand Ouais. même, hein, par la suite, qui finisse pas sous. Alors, Alexis, je vais te donner la parole, Alexis Lameda-Waxman, puisque, comme je le disais tout à l'heure, tu t'es emparé de 3 des titres de la collection Exactement. pour les adapter pour la scène. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment tu as découvert cette collection, comment le projet est né et les titres que tu as choisi de travailler? En fait, au départ, c'est la Comédie de Caen, donc le Centre dramatique national de Caen, qui m'a proposé de travailler sur un portrait. Donc, on choisit un seul. Et en fait, ce qui est rigolo, parce que j'entends du coup Muriel parler, c'est quelque chose qui est très difficile de parler d'un seul personnage, parce qu'en fait, tous les personnages amènent à d'autres personnages. Du coup, je me suis lu pratiquement toute la collection, ce qui m'a pris pas mal de temps, mais c'est quand même hyper intéressant. Moi, après, voilà, mais... Et je leur ai fait un petit topo en fait sur les personnages qui m'intéressaient en soi. Et à la fin du mail, je leur ai dit le plus grand délire quand même, c'est de faire parler ces 4 personnes. En fait, au départ, je devais avoir 6 acteurs. Donc après, c'est une histoire de budget. Et du coup, je leur ai dit quand même le plus grand délire dans ça, c'est quand même de faire une sorte de Woodstock géant où on réunit Victor Jara, Lounès Matoub, John Baez et à l'intérieur de ça, Federico García Lorca comme un poète un peu disparu aussi. Donc c'est plutôt des gens qui ont été toujours au départ des combattants et en fait ils se suivent dans les morts en plus. C'est ce qui est quand même assez intéressant, c'est que de 20 ans en 20 ans, on va dire, à l'exception de John Baez qui a une éternelle jeunesse, on va dire, elle est toujours restée un peu dans le giron un peu vivant, mais plus, je pense que c'est plus parce qu'elle était américaine, parce que tu es une américaine connue, c'est certainement se valoir une petite bombe à la maison. Donc du coup, elle a toujours été un peu sauvée en fait par sa nationalité, et que du coup, voilà, c'est vraiment parti d'une fin de mail où il fallait faire ça. Voilà, parce que je pense que les 3 pouvaient se parler. Et après, en fait, j'ai travaillé du coup en groupe aussi, parce que moi, je n'aime pas forcément les spectacles, enfin, le travail pyramidal. Donc, en fait, je me suis dit, OK, j'ai ces trois, du coup, à la fin, on a retiré un pour des histoires de budget. Ces 3-là, à un moment donné, à travers leur musique, ont dérangé, à travers leur texte, ont dérangé, à travers leur poésie a dérangé. Et c'est plus ce que j'ai voulu, moi, surtout développer au départ, c'est, oui, parler de ces 3 personnages, mais plus du danger que représente la poésie pour la politique. C'est parce qu'en fait, la poésie a quelque chose de, je trouve, même si on ne la lit pas assez, je pense, elle a quelque chose qui marque les esprits. C'est-à-dire, elle marque à jamais, elle raconte la vie impalpable, on pourrait dire. Et donc, du coup, ces trois auteurs-là, on va dire, pour moi, racontaient quelque chose d'incroyable. Et par la mort, en fait, Victor Jara, Lounès Matoub, par leur mort, en fait, ils sont devenus encore plus puissants. Oui, elle n'est pas détachée du monde, elle est dans le monde, Exactement. la poésie. On en avait parlé d'ailleurs avec Muriel et Bruno lors d'autres rencontres. En Palestine, par exemple, les poèmes de Mahmoud Darwish qui sont récités par le peuple palestinien, est connu par cœur. Même en Iran, moi qui ai eu l'occasion d'aller en Iran pas mal, une fois, quoi, très longtemps, il y a les parcs, ils portent le nom d'un poète et les Iraniens se réunissent dans le parc pour réciter de la poésie à haute voix aux autres, ce qui est quand même assez incroyable. Donc du coup, c'est plutôt le pouvoir de la poésie, le pouvoir des mots, le pouvoir de l'écriture. Puis après, j'ai voulu, voilà, quand même les 3, ils n'étaient pas si déconnectés les uns des autres. C'est-à-dire que quand même, dans ce que j'ai lu, bon après on lit de tout, hein, ce qu'on veut le lire, on le trouve. Donc en gros, Victor Jara, il a voyagé en Angleterre, et c'est en Angleterre où il a entendu John Baez la première fois et ce que représentait la chanson contestataire. Donc il faisait déjà du théâtre, donc il est allé jouer là-bas. Donc là-bas, il a trouvé
sa femme, qui s'appelle John. John. Et il est parti donc au Chili et il a commencé à chanter. C'est pas sous l'influence américaine, enfin, je veux dire de la chanson de John Baez quand même. Et de ça, ce que tu racontais tout à l'heure quand même, Lounès Matoub dans les milieux intellectuels algériens, Victor Jara est très très connu. Voire, il pourrait être presque plus connu de Lounès Matoub à un moment. Et du coup, les liens en fait qui se sont créés entre les trois, qui se sont jamais connus, sont hyper puissants. Et pour fermer un peu la boucle, quand Victor Jara est mort, John Baez a chanté ses chansons. Et on peut ajouter aussi qu'en 72, Oui. John Baez, c'est l'époque où elle arrête un peu de chanter pour se consacrer à Amnesty International. Et au moment du coup d'État, elle milite du coup d'État de Pinochet au Chili, elle milite à fond, notamment pour porter la mémoire de Victor Jara, mais même juste au début du coup d'État, elle est engagée de ce côté-là. C'est assez troublant en fait les liens entre eux. Hein. Oui, totalement. C'est vraiment, c'est hyper troublant. Donc, et puis elle porte quand même un étendard de défense humanitaire, on va dire, qui est hallucinant pour une personne toute seule. Et donc du coup, c'est ça aussi qui est fascinant chez elle, c'est que bon, elle a certainement pas chanté Lounès Matoub, mais je pense qu'elle doit connaître ses chansons. Moi, je lui ai pas encore envoyé de textos pour lui demander. Mais elle vient de voir le spectacle. Inch'Allah, comme on dirait Lounès Matoub, mais oui, certainement. Voilà, on va dire, elle porte ça, et c'est ça qui m'intéressait aussi chez elle. Et puis bon, après, moi, ma mère, elle était fan de John Baez, donc du coup, il y avait un truc comme ça, un lien. Qui se tissait aussi. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot aussi de la manière de le travailler pour que ça devienne un spectacle? Parce que ce sont des romans, on l'a dit, des fictions. C'est un spectacle qui est incarné par des comédiens. Comment la transition se fait? Est-ce qu'il y a une adaptation? Il y a eu une adaptation, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, parce qu'en fait, dans le spectacle, il y a beaucoup de textes, donc du coup, quand même, au départ, je me suis servi de leurs matériaux à eux, les auteurs de ceux qui ont dit non. Et avec ces matériaux-là et le parcours, j'ai voulu rajouter d'autres choses qui pouvaient les lier. Par exemple, la lecture de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des poèmes de Neruda, il y a un petit poème de Neruda à l'intérieur, il y a des chansons aussi à eux. Donc en fait, c'était vraiment le lien de la poésie, la musique, la défense de l'humanité, parce que même si ces trois-là ont dit non à quelque chose, avant tout, à mes yeux, ils ont plutôt dit beaucoup oui, en fait, oui à la défense des différences, en fait. Et c'est vraiment la différence, que ce soit politique, que ce soit identitaire avec la Kabylie, que ce soit voilà, qu'on ne détruise pas des peuples, Vietnam, Laos, il y en a plein d'autres. Donc c'est plutôt des gens qui ont plus dit oui, mais vivons oui tous ensemble en paix, quoi. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc du coup, bon, c'est comme un spectacle, quoi. On le construit, on lit beaucoup de choses, après on enlève beaucoup de choses, après on revient vers les auteurs, voir s'ils valident, parce que parfois on charcute quand même leur texte, ce qui est normal, ça fait partie du Platon, en fait. Le Platon, c'est quelque chose qui demande à être un peu limpide, un peu, et complexe à la fois. Et parfois, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais là, ils sont contents, donc c'est bien. Donc voilà, c'est toute sa complexité, c'est-à-dire on négocie au plateau le travail de plateau, quoi. C'est-à-dire on fait des impros, on lit des choses, on s'engueule beaucoup, on déprime beaucoup, parce que ça demande beaucoup d'aller et venir, tu vois, et même le texte, même aujourd'hui, il est encore modifié. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore totalement négociées. Donc, on essaye toujours de négocier des passages. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Très je ne sais pas si c'est clair, mais... Si, c'est très clair, puisque tu disais sur le oui, qui est le revers, l'autre côté du miroir aussi, ça me paraît très, très intéressant. Alors, on va peut-être dire un mot des ateliers aussi qui ont été menés, que ce soit par Bruno et Muriel ou par toi, Alexis. Et on a en plus la chance d'avoir des participants aux ateliers, je crois, dans la salle. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, ce en quoi ça consistait? Bon, déjà, c'était assez formidable. En tout cas, de notre point de vue, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Bon, je commence, mais tu complètes pour notre côté. Un atelier du non, c'est quelque chose
qu'on a finalement un peu inventé pour donner la parole, pour aider toute personne qui a envie d'aller chercher son insurrection intime. Il faut commencer juste par se dire qu'on a le droit de dire non à ce qu'on veut, et qu'il n'y a pas des grands noms nobles qui seraient la fin dans le monde et je ne sais quoi, et puis le petit nom, enfin voilà, que toute chose qui nous indigne est légitime. Et de partir de quelque chose qu'on a vu, vécu, entendu, mais quelque chose qui nous touche réellement. C'est-à-dire pas un nom qui part de là, mais un nom qui part de là. Voilà. Après, on a chacun nos méthodes, j'allais dire, hein, parce qu'on ne fait pas de la même manière. Tu peux peut-être raconter toi comment tu fais, mais ce qui compte, c'est je sais pas comment dire, c'est ce moment de rencontre, même si ça dure pas très longtemps, entre les personnes qui sont venues à l'atelier et nous, et comment, en écoutant, eh bien, on va juste les aider à trouver les mots, mais en même temps, ils les ont en eux. Donc moi je trouve pas ça difficile, et je trouve par contre très émouvant et très magique de voir ce retour et de voir de belles choses qui sortent, des textes qui sont forts, des histoires qui sont poignantes, et en fait on va partager ensemble l'émotion. C'est un peu comme une maïeutique où on aide à faire accoucher la parole. Oui, c'est ça. On pourrait dire que non est une porte. Et lorsqu'on le prononce, on ouvre cette porte. Et alors, ce n'est pas forcément la voie de la liberté, mais c'est souvent celle de la libération. Voilà. Et on fait souvent émerger, tu as dit, des insurrections singulières, personnelles, intimes. Parfois, dans ces ateliers avec des adolescents, on a eu des révélations, même en milieu scolaire, qui nous ont profondément touchés. Des choses graves qui les concernaient, que personne ne savait, et qui ont pu émerger par l'écriture, qui sont sortis de ce lourd secret qui les emprisonnait. Donc voilà, il y a eu vraiment des choses comme ça, et ça pour nous c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Parfois même ça aboutit à des signalements lorsque c'était des choses qui concernaient leur intimité. Il y a aussi, quand on a le temps dans les ateliers, et là on a eu le temps parce que les groupes n'étaient pas très nombreux, la fin de l'atelier, c'est ce temps de partage. Et ce temps de partage, donc, où chacun va oser aller chercher en soi, parce qu'on a eu cette confiance entre nous dans ce groupe, souvent de gens qui ne se connaissaient pas, ou bien dans une classe où ils se connaissent, mais où la confiance n'est pas toujours là non plus, parce que les jeunes se regardent quand même les uns les autres. Ce moment où on va oser prendre la parole pour lire ce qu'on a écrit, pour le partager avec les autres, et où là, du coup, il y a quelque chose de ce collectif dont je parlais tout à l'heure, parce que finalement, on est tous rejoints par le nom, et très souvent, la personne qui, dans cet atelier du nom, est allée chercher en elle très loin quelque chose, elle est surprise même de s'entendre lire et dire ce qu'elle vient de dire. Parce que je crois qu'une des clés, je ne sais pas, c'est qu'on ne place pas la barre sur... ce qui compte, ce n'est pas la qualité littéraire. Ce qui compte, c'est de ne pas faire un exercice. C'est ce qui est authentique, ce qui est sincère. Et c'est pour ça que du coup, d'un seul coup, quelque chose qui jaillit, ce qui jaillit là dans les ateliers du nom, moi je me lasse pas. Chaque fois, c'est un émerveillement. On se dit que quelque chose. On connaît d'ailleurs des gens qu'on a revus après où quelque chose a bougé pour eux après ça. Donc pour nous, c'est la continuité directe et immédiate de l'esprit de la collection. Et vous, à quoi dites-vous non? Qu'on leur renvoie à nos lecteurs, les adultes, les adolescents, dans ces types d'ateliers. C'est exactement le but complet de la collection. C'est pour ça d'ailleurs que même si on est Actes Sud Junior et classé avec un public adolescent, moi je n'aime pas ces cadres-là. D'abord parce que je crois que les livres sont d'assez belle qualité pour que les adultes aussi trouvent leur compte, mais aussi parce que dans les ateliers du nom, enfants, adultes, adolescents, peu importe, ce qui compte c'est la vérité de ce qu'on va chercher comme insurrection personnelle, à travers les mots. Exactement. Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la maquette du livre, mais qui est très identifiée, très reconnaissable et très belle, effectivement. Et les illustrations de couverture de François Roca, qui est quand même un immense illustrateur et qui nous fait ce plaisir et cette surprise de faire un tableau pour chaque couverture. C'est beau, c'est fort. Magnifique. Et Alexis, tu as mené également des ateliers, plus d'expression corporelle. Est-ce que de la même façon, tu peux nous raconter en quoi ça consiste, qu'on essaye d'imaginer et de plonger avec toi dans ces moments?
En fait, on s'adapte souvent au type d'élèves qu'on a. Parce qu'en fait, il y a des ateliers qu'on a menés ensemble, pas ensemble directement avec Muriel, c'était des ateliers qu'on a menés où eux les voyaient avant, donc ils avaient écrit. Donc ces textes-là, on en profitait pour les mener au plateau avec eux et réfléchir à comment adapter ces textes qu'ils ont écrits au plateau. Donc il y a des ateliers qui ont eu ce type de travail. Ouais, Il y a eu d'autres ateliers en fait où c'était plutôt des initiations théâtrales. On va dire qu'on les initiait au départ au théâtre. Donc ce que c'est qu'un théâtre pour un collégien de 12 ans n'est pas la même chose que ce que c'est qu'un théâtre pour un lycéen de 15 ans. Donc du coup, en 12 ans, plutôt on les initiait au théâtre et au fur et à mesure, on les emmenait à créer leur propre mise en scène à partir des textes de la collection. Donc on venait avec un texte et on les faisait lire et on les mettait en scène et à la fin on présentait un mini-spectacle, on va dire, de 5 minutes. Voilà, mais en fait, ce qu'il en sort, c'est qu'au début, ils sont très braqués, et puis après, ils sont très contents, et puis après, ils se posent plein de questions sur le nom, et après vient le spectacle, parce qu'en fait, on leur présente le spectacle en bout d'atelier, et du coup, ils participent avec nous au spectacle, parce qu'ils ont travaillé des choses qu'ils vont voir au spectacle. Ouais. Voilà. Peut-être que la chose que que je pourrais ajouter par rapport aux ateliers du non, j'y pense en regardant le public, parce qu'entre les masques et ma myopie, je ne vous vois pas très bien, mais néanmoins, je suis à peu près sûre de reconnaître quelques visages. Je pense que certaines d'entre vous ont s'y croisé dans les ateliers. Et en fait, c'est important pour nous auteurs aussi de repartir avec... à la fois, c'est comme un cadeau, c'est comme un échange. C'est-à-dire, on n'est pas là pour venir faire écrire des gens. Mais par contre, c'est une rencontre qui nous enrichit. On repart avec les visages. Bon là, pas trop parce que vous avez les masques. Mais avec les visages, avec les histoires surtout qui nous ont été confiées, qui ont émergé. Et on part avec. Et ce bagage-là, c'est aussi ce qui nous nourrit dans nos vies. Alors, tout le monde ne pratique pas comme ça, mais dans la collection, ceux qui ont dit non, c'est un peu une règle. Pas tout à fait tous les auteurs, mais une bonne partie des auteurs, on s'est habitué, on a formalisé même ce travail des ateliers du non, parce que aussi c'est ce qui nous fait du bien. Je pensais que Maria Poblette, qui était un atelier du non avant-hier, m'a envoyé un message, enfin nous a envoyé quelques-uns, pour nous transmettre les mots d'un jeune dans un atelier du non. Voilà, c'est aussi ça qu'on fait. Hein. Je crois que c'est important de bien sentir que on vient pas faire un travail, on vient pas faire un exercice. On est dans cette rencontre, voilà, réciproque. Ouais. Hein, je vais rebondir sur l'expression que tu viens d'employer pour nous, auteurs, parce que je m'aperçois qu'il y a quelque chose de très important que je n'ai pas précisé, que tu es donc la directrice de la collection, mais que tu es toi-même autrice hors de cette collection et autrice de certains titres, notamment celui sur John Baez. Est-ce que, puisqu'on s'approche du moment de conclure, tu accepterais de nous lire un extrait, soit de celui-ci, soit d'un autre, et puis je poserai la même question à Bruno juste après. Oh bah, tant qu'à faire, on va lire un petit morceau de John Baez. Alors, je vais prendre un passage qui n'est pas dans le spectacle, parce que peut-être que vous allez aller, j'espère, voir les Voix de la Liberté dans un instant. Je vous lis un court passage qui se passe en 1972 à Hanoï, puisque John Baez militait contre la guerre au Vietnam, et à Noël en 72, elle se retrouve à Hanoï et elle est prise dans le bombardement par les Américains. Voilà, c'est-à-dire que la ville est massacrée, il y a un énorme bombardement. John est bouleversé par ces ombres errantes recouvertes de poussière blanche qui hantent les ruines en silence. Et soudain, il y a là cette autre femme assise sur un tas de décombres. Elle sanglote, elle gémit, puis parfois se met à hurler. Son mari tente de la calmer en vain. John la regarde de toutes ses forces et c'est comme si une digue s'ouvrait en elle. Elle s'approche, s'assied à côté de la femme, entoure ses épaules et mêle ses larmes aux siennes. La femme s'abandonne un instant dans ses bras. John pleure avec elle sur la folie des hommes. La femme relève alors la tête et la regarde, gênée de s'être laissée aller dans les bras de cet inconnu. John l'embrasse et se relève rapidement. Déjà, des photographes approchent et elle ne veut surtout pas prêter le flanc à la critique, être accusée de mise en scène. Elle repart dans les décombres et l'odeur de chair brûlée. C'est alors qu'un journaliste français la rattrape et lui montre une petite main d'enfant qui dépasse d'un tas de gravats. Il aboie. « Vous êtes toujours pacifiste avec tout ça? Vous croyez toujours qu'il faut déposer les armes ?» John regarde la main comme une petite main de poupée.
Elle jette un regard circulaire sur ce décor lunaire de cratères autour d'elle et une colère froide la submerge. Vous êtes stupide. Tout cela devrait me faire changer d'avis. Bien au contraire, il n'y a qu'une seule issue à ces massacres. Refuser pacifiquement de se battre. Jusqu'à ma mort, je défendrai cette cause. Merci beaucoup, Muriel. On plonge complètement dans cet univers. Bruno, est-ce que de la même façon, tu accepterais de nous lire un passage que tu as écrit? J'hésitais, mais moi aussi, je vais éviter de vous lire un passage trop proche du spectacle, voilà, pour ne pas le dévoiler. Donc c'est le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre du livre, et c'est la dernière matinée de la vie de Lounès Matoub. La Mercedes noire garée devant la maison de Taouirt Moussa brille sous le soleil. Ce matin, Lounès s'est levé de bonne heure. Il a envie de vivre, il est heureux. Dans la nuit, Nadia et lui ont fait l'amour longuement, avec l'espoir d'avoir un jour un enfant. Dans quelques jours, la jeune femme obtiendra peut-être le visa qui lui permettra de se rendre en France avec lui, histoire de laisser passer l'orage en Algérie, de se soustraire à la double menace des islamistes et du pouvoir, de donner du temps au temps, comme disent les vieux du village, d'offrir toutes les chances à l'album qui doit paraître en juillet, de vivre libre. En attendant, les amoureux ont décidé de s'offrir un repas au Concorde, le meilleur restaurant de Tizi Ouzou, avec Farida et Warda, les deux jeunes sœurs de Nadia. Cette dernière vient de passer le tailleur que Lounès lui a ramené de Paris. Elle sait qu'il aime la voir ainsi, les jambes nues. Au moment de sortir, la jeune femme hésite. « Mais c'est un peu court pour ici, mon amour. » Lounès rit et l'entraîne vers la porte. « Allez, viens, on file. Le soleil profitera de tes jambes, ma belle, libre et femme. » La voiture roule maintenant sur une petite route de montagne. Les baffles que le chanteur a installés la veille diffusent un enregistrement de son dernier album. Ses mains esquissent des percussions sur le volant. Le buste de Nadia épouse les rythmes de la musique. À l'arrière, Farida et Warda s'abandonnent avec insouciance à la douceur du jour. Lounès entonne maintenant une des chansons de l'album. Nadia aime cette chanson. Elle sait qu'il lui faut aussi dépasser la face ombrageuse de la montagne pour atteindre le col et la lumière qui inonde l'autre versant, celui qui mène à la vallée où la vie est plus douce. De temps à autre, Lounès jette des coups d'œil furtifs dans le rétroviseur de la voiture ou fronce les sourcils en scrutant la route qui s'élève devant eux. Soudain, ses mâchoires se contractent, ses mains se crispent sur le volant, son visage trahit l'inquiétude qui le submerge. N'a-t-il pas vu briller quelque chose dans le talus, là-bas, à l'entrée du virage? Un instant, le conducteur est tenté de piler net ou de faire demi-tour, mais non, il est trop tard. Le virage se rapproche, inexorablement, comme un éclat de soleil dans la beauté de juin. La Mercedes file vers son destin. Merci beaucoup, Bruno. Peut-être pour conclure, puisqu'ensuite on a le spectacle et qu'il ne faut pas qu'on le loupe, et faire écho à cette rencontre, peut-être, Muriel, peux-tu nous parler d'une autre collection qui est un peu de la même famille, la cousine en quelque sorte de celle-ci? Oui. Oui, la petite cousine de ceux qui ont dit non, c'est la collection dont je m'occupe aux éditions Bruno Doucet, qui s'appelle Poésie idéale, et qui en fait reprend exactement ce qu'Alexis a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, la poésie, c'est ce dont les dictateurs ont peur. La poésie, c'est ce qui permet de porter des valeurs. Et Poésie idéale, ce sont des livres, là aussi à destination d'un public adolescent, mais ce sont des anthologies de poèmes, essentiellement de poésie contemporaine, qui portent des idéaux. Les titres, ça parle d'eux-mêmes. On a Guerre à la guerre, Vive la liberté, Chant du métissage, Passager d'exil. Voilà. Et à chaque fois, on essaye de faire entendre, par un petit trajet, à l'intérieur du livre, des voix d'aujourd'hui, du monde entier, parce que la poésie, elle n'est pas que hexagonale, heureusement, mais qui porte ces valeurs. Et on a l'habitude, quand on est sur scène avec le collectif de ceux qui ont dit non, de mêler des extraits des romans Ceux qui ont dit non avec des poèmes de poésie idéale. Parce que ça se marie complètement. Oui, tout à fait. Oui, oui.
Peut-être quand même une chose qu'on n'a pas eu le temps de dire, c'est aussi le cadeau que c'est pour nous, auteurs, d'avoir une adaptation de la qualité de celle-là, des Voix pour la liberté. D'abord, c'est un cadeau parce que quand on écrit des livres comme ça, on les offre aux lecteurs pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Mais quand un metteur en scène et comédien s'en saisissent, c'est assez magique pour nous. C'est quand même quelque chose, c'est un moment fort. Hein. Oui. Donc je crois que c'est important de le dire aussi. Oui, et autre chose, parce que du coup, parce que j'ai oublié pas mal une petite chose sur l'adaptation, en fait. L'idée, c'était pas forcément de se dire qu'on joue un personnage, mais c'était de dire que chaque acteur devait prendre en charge un personnage et le défendre comme s'il le jouait. Donc il y a une petite confusion entre je suis le personnage et le personnage dans la pièce qui est voulu. J'ai pas voulu représenter à proprement parler. C'est pas John Baez, Lounès Maktoum et Victor Hara qui jouent. Non, c'est Théo Askolovitch, Léonce Prouveau, Michel Colson qui jouent à s'imaginer ces personnages. Et c'est de cette façon en fait qu'ils résonnent aujourd'hui. C'est-à-dire comment ça pouvait résonner chez eux. Voilà, pardon. C'était important de le dire parce que du coup, c'est par rapport aussi au fait que ces textes à Bruno et à Muriel, on nous ont donné la chance aussi de pouvoir les raisonner à travers eux. Voilà, c'est vraiment une collaboration entre eux tous, quoi. C'est ça le travail. Voilà. Un grand merci à tous les trois. Merci. Alexis Lameda, Waxman, dont on va aller voir le spectacle 14h30. Les Voix de la Liberté, 14h30 et 16h30. C'est ça. Bruno Doucet, poète, éditeur, romancier, et Muriel Zac, directrice de la collection et autrice. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci, Et à très Rémi. bientôt. Époque, le Salon des livres de Caen, 2021.